Mohamed Merah vient d'être abattu, ce qu'on vient d'avoir comme dépêche d'AFP. Quelle lumière portez-vous d'abord par rapport à cette affaire qui a ému toute la France? Et il y a quelques déclarations concernant cette affaire. Le ministre, bien sûr, chinois des Affaires étrangères a mis un bémol là-dessus, a apporté des accusations graves. Parlez-moi un peu de ces accusations. Quand le ministre des Affaires étrangères de la République de Chine, qui pèse quand même 1,5 milliard d'hommes, et une puissance, la seconde puissance économique de la planète, cela mérite de retenir l'attention. Qu'a-t-il dit? D'abord, il s'est exprimé mercredi 21, c'est-à-dire hier, au moment même où la France découvrait qu'un immeuble d'un certain quartier de Toulouse était encerclé. Ce qui veut dire que l'information va vite et qu'aujourd'hui, les réactions sont extrêmement rapides, ce qui révèle d'ailleurs un contexte très sensible. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire a mis le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, il n'y est pas allé par 4 chemins. Il a dit cette affaire est une affaire manipulée. Alors manipuler pourquoi? Il a dit manipuler dans le contexte des bombardements de la bande de Gaza, pour accentuer la victimisation d'Israël et donc l'exonérer de ses actions passées, actuelles et éventuellement futures. Dans la foulée, d'ailleurs, ce ministre a demandé que la communauté internationale exige l'arrêt de ces bombardements sur la bande de Gaza. Donc il a bien lié les deux affaires qui, d'ailleurs, dans les propos et dans ce que l'on peut savoir du terroriste, M. Merah, sont liés. Très explicitement, celui-ci a fait mention aux enfants palestiniens. D'ailleurs, c'est un aspect qui est présent à tous les esprits. Je ferai remarquer que Mme Ashton, d'ailleurs, avait mis un parallèle entre les deux affaires et s'est fait immédiatement vouer aux gémonies par la classe politique européenne et française, anglaise également, qui ont tous unanimement demandé sa démission, puisqu'elle avait parlé des enfants morts, aussi bien d'origine, non pas d'origine israélienne, puisque les enfants qui ont trouvé la mort à Toulouse étaient en fait des Israéliens, donc des soi-disant avec une double nationalité. Mais à ce moment-là, pourquoi n'ont-ils pas été inhumés sur le territoire national français? La question peut se poser, mais elle est anecdotique. Donc Mme Ashton voit d'ailleurs, je crois, là, le terme de sa carrière. Les choses n'adviendront pas demain ou après-demain, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, mais Mme Ashton aujourd'hui est totalement disqualifiée pour avoir osé un parallèle qui n'est pas acceptable par certaines communautés ou par certaines puissances politiques dans le monde, dont l'influence est à l'évidence grandissante. Alors, on est quand même étonné par rapport au dénouement de cette affaire. Très rapidement, 48 heures plus tard, on met le doigt sur le présumé terroriste. C'est rare dans les annales du terrorisme. Écoutez, c'est peut-être rare dans les annales du terrorisme, mais là, en l'occurrence, c'est pas rare du tout, puisque de l'aveu même de M. Guillan, dès hier matin, mercredi 21 mars 2012, M. Guillan avouait de façon assez ingénue et assez inconséquente que M. Mohamed Merah était assidûment suivi par les services de police de la direction centrale du renseignement de la sécurité intérieure. Alors, je voudrais qu'on m'explique, puisque cet individu était suivi, donc qu'il était repéré, qu'il était repérable, pourquoi les forces de sécurité françaises, les services, devrais-je dire, de sécurité ne sont pas intervenus dès le premier meurtre. Comment d'ailleurs, puisque cet homme était sous surveillance policière, a-t-il pu acquérir, entreposer, emmagasiner des armes, et pas les moindres, notamment une arme de guerre israélienne, l'Uzi, le pistolet mitrailleur compact Uzi, qui utilise des balles de 9 mm parabellum. Ce sont des armes que l'on peut trouver
éprouvées, mais qui ne sont pas si fréquentes que cela. Monsieur Guéant, d'une certaine façon, dans sa hâte de s'exhiber devant les médias, de s'auto-congratuler, de s'auto-féliciter, c'est d'une certaine façon trahi. On peut penser que si monsieur Merat était logé et suivi par les services de police et les services de sécurité antiterroriste, si d'ailleurs on savait dès le départ que lors du premier meurtre de Toulouse d'un soldat d'origine antillaise de confession chrétienne, il avait pris contact et rendez-vous avec lui par le truchement d'un ordinateur familial, celui de son frère en l'occurrence, et que l'adresse IP était extraordinairement facilement identifiable. C'est une opération qui se fait en quelques minutes. Donc apparemment les services de police savaient qui était M. Merat, savaient ce qu'il avait fait, et pourtant l'on a laissé faire. Ce pourquoi le ministre des Affaires étrangères de Chine populaire est peut-être à bon droit de parler de manipulation. Parler de manipulation, alors à qui profitent ces crimes ? Écoutez, le crime profite à l'État d'Israël, dont on n'osera pas blâmer la conduite à l'égard des Palestiniens, et qui, lorsque des requêtes qui ne font aucune victime, qui sont des engins artisanaux, ce que je blâme, ce que je réprouve profondément, mais qui sont des requêtes bienvenues, tombent sur le territoire israélien, Israël réplique par des bombardements qui, eux, font des morts réelles. Et donc, Israël pourra clore le bec, interdire de parole tous ceux qui pourraient éventuellement critiquer la politique de ces ultras, puisque je ne confonds pas le peuple israélien lui-même et sa classe politique, sa classe dirigeante, qui est aujourd'hui tenue par des sionistes radicaux. De même qu'on parle de musulmans radicaux, je pense qu'il faut parler de sionistes ultras. Voilà, cette affaire aussi tout à fait directement bénéficie aux deux candidats qui se déclarent hostiles à la constitution ou au maintien d'enclaves islamistes. Je dis bien islamistes, je fais bien le distinguo avec l'islam en général, d'enclaves islamistes, c'est-à-dire fondamentalistes, comme diraient certains, en France, et pour le suivi des populations potentiellement dangereuses, ou des individus ou des groupes, plutôt. Ne parlons pas de population, c'est une erreur de ma part. Donc des groupes et des individus potentiellement dangereux. Je ne vois que deux candidats, Madame Le Pen, qui a été malmenée. D'ailleurs, le fait que M. Bayrou et M. Mélenchon aient accusé une fois de plus l'extrême droite peut se retourner, le cas échéant, contre eux, puisque la ficelle était trop grosse. D'ailleurs, la présidence s'est bien gardée de faire la moindre référence à l'affaire Carpentras, qui, vous savez, avait agité toute la France. On se souvient de cette affaire, bien entendu. Voilà, tout le monde se souvient de cette affaire, et il y avait eu une réprobation unanime qui avait accusé la droite nationalitaire, la droite nationale, alors qu'elle devait être exonérée. Et il s'avérait après que l'histoire était montée de toutes pièces. Avait été montée de toutes pièces, mais c'est une vieille histoire sur laquelle nous pourrions revenir, mais qui est longue et qui mériterait plus ample détail. Donc là, le second candidat qui risque de bénéficier, c'est bien entendu c'est M. Sarkozy, qui a toujours affiché une certaine fermeté, au moins verbale, en matière sécuritaire, et qui d'ailleurs s'est fait élire en 2007 sur ce thème. C'est un de ses thèmes de prédilection. Alors, le seul ennui pour M. Sarkozy, c'est que Mme Le Pen ne serait pas dangereuse pour lui au second tour, mais par contre, elle l'est fortement au premier tour. Fortement au premier tour. Alors la dernière question, donc on devait prendre cet homme, Mohamed Merah, mort, en fait, entre guillemets. Écoutez, dès le départ, personne n'imaginait qu'on le prendrait vivant, personne. Je vous rappelle que Lee Harvey Oswald, tueur supposé du président John Kennedy, est mort 48 heures, a été abattu par un certain Ruby, lié à la mafia de Chicago d'ailleurs, 48 heures après son arrestation à son domicile, comme M. Merah. Beaucoup de questions se posent auxquelles nous allons peut-être répondre.
Merci à vous, Monsieur Vernochet. Vous êtes toujours sublime dans vos réponses et vous avez la connaissance de ces pays et beaucoup, surtout l'extrême droite, la gauche, la politique française. Merci à vous. Alors, on est à combien là? 9. Après avoir participé au génocide. Pour acheter des armes, ils s'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.